Alors, nous allons maintenant zoomer sur les conséquences du changement climatique pour deux domaines très différents. On va parler de la forêt, en compagnie de Sylvain Ducrot, si vous voulez bien me rejoindre, et des voies navigables, en compagnie de Monsieur Code. Donc, je disais qu'on allait parler tout d'abord de la forêt avec Sylvain Ducrot. Vous êtes directeur territorial adjoint de la direction territoriale Seine-Nord à l'ONF. Alors, comment est-ce que la forêt vit le changement climatique? Oui, alors, donc, au Office national des forêts, donc, on nous appelle encore des fois les eaux et forêts, même si officiellement, cette administration a disparu depuis 50 ans, mais exceptionnellement, aujourd'hui, on va renouer effectivement le lien entre l'eau et la forêt. Euh, la forêt, par rapport au changement climatique, elle est à la fois une des clés de la solution, puisque à peu près 12% des émissions de gaz à effet de serre de la France métropolitaine sont en fait compensées par la captation de la forêt. Euh, mais élément de solution, mais en même temps élément de vulnérabilité, effectivement, puisque cette forêt, elle s'est construite, elle a été façonnée sous des climats différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui. Et cette mutation, ce changement de circonstances, effectivement, l'amène à devoir évoluer fortement. Si on parle plus spécifiquement du cycle de l'eau, alors comment est-ce que la forêt se place, intervient? Alors, la forêt et l'eau, effectivement, c'est une vieille histoire. Je ne sais pas si on peut. On va changer la slide. Oui, oui, les slides marchent. Donc, en gros, c'est l'impact de la forêt par rapport au cycle de l'eau. Bon, déjà, vous avez tous fait l'expérience un jour, quand il tombe quelques gouttes, vous vous mettez à l'abri sous un arbre, parce qu'effectivement, au-dessus de votre tête, pour 1 mètre carré au sol, vous avez entre 3 et 7 mètres carrés de feuilles, tout dépend du type d'arbre ou du type de forêt. Et donc, il y a une partie des précipitations qui sont tout simplement interceptées par le couvert et de l'eau qui va retourner à l'atmosphère sans jamais avoir transité par le sol. Donc, il y a une diminution des précipitations au sol, mais finalement, ce manque de pluie, ce défaut de précipitation est compensé par contre, une infiltration qui est souvent assez forte, de par la forte teneur en matière organique des sols forestiers, la rugosité du support, la litière de feuilles mortes, et finalement des ralentissements des ruissellements et du drainage horizontal, qui fait que par contre, l'eau conserve plutôt bien les précipitations. Inversement, la forêt consomme énormément d'eau, par contre, parce que les arbres, c'est une espèce de machine thermodynamique qui effectivement fonctionne comme une pompe et prélève de l'eau en permanence. Donc, l'un dans l'autre, d'un point de vue quantitatif, la forêt est relativement neutre. On lui attribue des fois le rôle d'éponge qui capterait l'eau et la restituerait en période de sécheresse ou d'étiage. Ça, c'est uniquement vrai si la forêt elle a par ailleurs un caractère humide, comme certaines forêts du plateau des Yvelines, de l'abri central, mais sinon, globalement, elle n'a pas un effet tout à fait marqué par rapport sur l'aspect quantitatif. Par contre, elle a un effet bien plus marqué sur la qualité de l'eau, parce qu'à la fois, il y a peu d'intrants, et par ailleurs, c'est un écosystème dont on connaît la capacité épuratoire, et donc là, elle a un effet par contre tout à fait bénéfique sur la qualité, quoi. Qu'est-ce qu'on doit en tant que maire, ou responsable de collectivité territoriale, qu'est-ce qu'on doit retenir sur la forêt? Voilà, quel est le message que vous souhaitez faire passer aux maires sur la gestion de leur forêt? Alors, l'eau, par ailleurs, elle est effectivement vitale, et ce que l'on observe aujourd'hui, notamment à la lumière du changement climatique, c'est que si certains aspects du changement climatique sont a priori favorables, l'augmentation de la teneur en dioxyde de carbone, les précipitations azotées liées aux dépôts atmosphériques et au fameux NOx, par contre, le manque d'eau lui peut être critique effectivement pour les arbres et conduire à des mortalités. Et donc, effectivement, cette forêt qui est un élément de Là, solution. l'image qu'on a, vous nous rappelez d'où ça vient? Alors, je m'excuse, je n'ai pas pris une image dans le bassin de la Seine. Là, ici, on est plutôt dans le secteur proche des Ardennes. Effectivement, on voit des dépérissements de forêts à la suite des sécheresses de 2018 et 2019. Donc, des dépérissements effectivement massifs, tout simplement par rapport à des arbres qui sont, on va dire, morts de soif et qui n'ont plus trouvé à s'alimenter en eau pendant la période estivale. Donc, on a un beau ciel bleu et par contre, une forêt qui est beaucoup moins verte, effectivement, sur cette photo. Et effectivement, ça nous dit que le changement climatique, finalement, c'est pas seulement une dérive, on va dire, linéaire, c'est quelque part un phénomène qui s'alimente lui-même et qui fait boule de neige. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, la succession des épisodes de sécheresse et canicule, un peu à la façon d'un boxeur qui reçoit des coups, finalement met en danger globalement certaines forêts qui peuvent s'avérer vulnérables.
Et ce faisant, vous aurez compris que ces arbres-là, leur stockage de carbone est nul. Pire, ils en restituent aujourd'hui, puisque maintenant qu'ils sont morts, effectivement, la matière organique, alors une partie va se décomposer lentement, mais une bonne partie de ce carbone va rejoindre l'atmosphère. Et finalement, on a ici un système qui ne joue plus véritablement son rôle, quoi. Qu'est-ce que les maires doivent faire pour sauver ces forêts? Eh bien, toute la difficulté, effectivement, c'est d'assurer, si je puis dire, la maintenance de ce système forestier qui ne doit pas cesser de stocker du carbone. Ce n'est pas comme une machine dont on pourrait arrêter le fonctionnement et repartir à plat avec une forêt nouvelle, avec des essences mieux adaptées à la sécheresse au changement climatique. Autant que faire se peut, il faut lui garder cette capacité de croissance, mais quand même engager une transition, une mutation petit à petit pour faire évoluer les systèmes forestiers et les rendre plus adaptés au climat futur. Et effectivement, là où les maires et la médiation avec les élus est très importante, c'est que la forêt, au-delà de son rôle sur le changement climatique, elle a quand même cette idée, elle véhicule une idée de nature et d'un système qui est immuable. Et c'est vrai qu'engager ces transitions, fût-ce pour la bonne cause et par rapport à une logique d'adaptation des forêts au changement climatique, reste l'objet effectivement de nombreuses interrogations de la part de nos concitoyens qui sont légitimes, en se disant, mais finalement, est-ce que transformer ce qui semblait être devant la nature, est-ce que ce n'est pas un remède qui est pire que le mal finalement? Et ce faisant, est-ce qu'on ne participe pas à l'érosion de la biodiversité? Tout ça, c'est des questions parfaitement légitimes. Et là-dessus, les maires ont un rôle central effectivement en matière de médiation entre la population et les gestionnaires forestiers pour effectivement accompagner cette adaptation des forêts au changement climatique. Merci beaucoup. Alors, je poserai une question tout à l'heure, mais on va maintenant parler des fleuves et voies navigables. Alors, Geoffroy Côte, vous êtes membre associé de l'IGEDD, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, et président honoraire de l'AIPCN, Association internationale pour le congrès de navigation, les congrès de navigation maritime et fluviale, c'est bien ça? Bonjour, mais prenez un micro, pardon. Ce sera... Oui, pardon. Oui, Association mondiale pour les infrastructures de navigation maritime et fluviale. En fait. Voilà. Alors, peut-être en introduction, vous avez mené des travaux importants pour comprendre ce qu'il faut faire sur les voies fluviales. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous reparler un peu de ce cadre dans lequel vous avez travaillé? Oui, bien sûr. Alors, nous avons réalisé avec l'Inspection générale des affaires maritimes, en fait, Je vais demander qu'on change les slides peut-être. un travail mixte au sein de ce qu'on appelle le collège thématique mer fluviale et littorale sur la partie adaptation des gestionnaires d'infrastructures portuaires et fluviaux. Et bien évidemment, on va se concentrer cet après-midi sur la partie fluviale, dans laquelle, alors Voies navigables de France nous a beaucoup aidé, la CNR également, et plus particulièrement, il ne peut pas être avec nous, mais Guy Roas, qui est le conseiller eau auprès de Thierry Guimbaud, a contribué le plus largement à ce travail que l'on a associé, bien sûr, les ports intérieurs, l'association française, le DGITEM et le CEREMA. Puis on a fait une petite présentation de ce travail le 28 octobre. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? En fait, nous avons commencé par un parangonnage, essayer de voir un peu ce qui se fait à l'international sur ces sujets, grâce notamment aux travaux de l'IPCN. Alors, vous avez ici 3 des publications de la commission environnementale qui déterminent les inducteurs climatiques de modification climatique à gauche, et puis un travail plus particulier sur la planification de l'adaptation au changement climatique et à la résilience des infrastructures, notamment avec nos collègues américains, qui est le groupe de travail 193. Alors, ça, c'était la première partie. La seconde partie, c'est que pour s'adapter, il faut anticiper. Et pour anticiper, il faut se projeter à des horizons lointains. Alors, il y a eu un travail de projection hydrologique que je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien, qui est le travail Explore 70. Si on en résume ce que avait fait Guy Roas, la partie sur le bassin Seine-Normandie, qu'est-ce qu'on constate? Qu'effectivement, à cet horizon-là, on a vraisemblablement une baisse des précipitations annuelles avec 0 à 15% selon les projections, et une évapotranspiration qui pourrait augmenter, elle, de proportion significative de 15 à 30%. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, les étiages. Le bassin de la Seine, par rapport à la prospective nationale, est quand même l'un de ceux dans lesquels on
devrait observer les baisses les plus sévères des débits d'étiage. Voilà. Alors, ce travail, il est en cours de réactualisation. Ça s'appelle le travail Explore 2, que mène actuellement l'INRAE avec Météo France notamment, et il suppose de la part du gestionnaire de voies navigables une gestion hydraulique extrêmement fine. Vous avez un exemple, je veux dire, de la complexité de cette gestion hydraulique que Voies navigables de France opère, avec l'ensemble des prises, des barrages réservoirs, évidemment de moindre importance que ceux qu'a évoqué l'établissement public des lacs de Seine tout à l'heure, et des prises d'eau, je dirais, pour les centrales nucléaires, pour un certain nombre d'autres industriels ou d'assainissement et d'alimentation en eau potable. Donc, c'est cet ensemble-là qu'il faut pouvoir regarder finement. Et mon propos ensuite, c'est finalement qu'est-ce qu'anticipent ces gestionnaires. Donc, on peut passer peut-être à la diapo suivante. Alors, en fait, ils ont identifié, me semble-t-il, 6 sujets de préoccupation. Donc, une diminution globale de la ressource en eau sur le bassin, ça, c'est à peu près clair. Des étiages prolongés, l'aggravation de certains épisodes de crues extrêmes, et notamment avec des pluies torrentielles intensives, alors peut-être pas sur l'intégralité du bassin, mais sur des bassins de moindre ampleur qui peuvent être des affluents de plus grands cours d'eau. Une aggravation implicite des conflits d'usage de l'eau, des impacts de ces sécheresses prolongées comme celles qu'on a connues récemment sur les matériaux des digues eux-mêmes et donc sur la stabilité de ces ouvrages à terme, et le développement des espèces invasives. Et ils ont engagé, justement pour améliorer cette gestion hydraulique, nombre d'actions sur la connaissance des réseaux et sur la mesure à proprement parler, sur leur remise en état des ouvrages et amorcer des travaux sur la stratégie d'adaptation. Est-ce qu'il y a un risque que le bassin soit plus navigable? Alors, sur le bassin de la Seine, le risque est moindre que sur d'autres cours d'eau. En réalité, mais bon, je l'avais présenté dans une diapo ultérieure. Je n'interromps plus. Mais... L'épisode, là, on voit, si vous voulez, les zones de tension sur la ressource en eau en grisé. Et on remarque quand même que le bassin de la Seine, dans cette vue, est quand même très tendu. Néanmoins, on a l'ensemble des barrages de navigation qui assurent la ligne d'eau elle-même. Donc, même si les débits sont fortement réduits, cette ligne d'eau est assurée. D'ailleurs, s'il n'y avait pas ces barrages, on aurait une Seine à Paris entièrement sèche, un sec complet, enfin, dans des périodes d'étiage prolongé. Voilà. Et donc, on a mis en place tout un système de répartition des eaux, estimation des ressources prélevables, plan de gestion de la ressource en eau. Ça, c'est en cours, mais ça va s'avérer devoir être revu en fonction des évolutions qu'on vit actuellement. Alors, un petit zoom quand même sur la partie espèces invasives, puisque depuis quelques années, sur son réseau Voies navigables de France, a notamment des espèces invasives des plantes aquatiques, la myriophylle hétérophylle par exemple. Vous avez en vert sur la diapo de droite l'ensemble des voies qui ont été concernées, donc plusieurs centaines de kilomètres de voies navigables. Et vous avez pour l'instant l'arrachage assez rustique qu'on peut faire pour essayer de rétablir ou de maintenir la navigation. On voit qu'il y a beaucoup d'expérimentations à faire là-dessus, mais bon, c'est un sujet qui commence à avoir une importance croissante, en fait. Voilà. Et donc, si on en vient à la question que vous avez évoquée tout à l'heure, comment est-ce qu'on compare la sécheresse de 2022 au niveau des ressources en eau propres au réseau fluvial VNF? Bon, on constate qu'en 2021, vous avez la courbe en bleu clair, on avait une allée relativement bonne du point de vue de la réserve en eau. Vous avez en noir le volume de référence moyen sur 10 ans et vous voyez que vous avez le volume 2022 en rouge, ce qui veut dire qu'à partir du mois de mai, on se trouve avec des ressources en eau globales inférieures à celles qu'on a eues sur l'ensemble des autres périodes et on ne sait pas où on va terminer complètement la fin de l'année. Mais on constate qu'effectivement, on a cette diminution très sensible des réserves en eau actuellement. Et sur le bassin de la Seine, on est quand même réussi à passer sans avoir d'interruption de la navigation. Bon, ou très peu, enfin, je ne sais pas, Dominique Ritz peut pouvoir le confirmer. Alors, les barrages réservoirs, d'une part, les barrages de navigation sont des éléments qui permettent de ce maintien, au moins actuellement, dans les conditions qu'on observe. Il faudra voir ce qui se passe si on projette ça dans l'avenir.
Voilà. Alors, on peut se poser la question de savoir si cette projection ne doit pas être faite. Mais bon, voilà. Je poursuis juste pour dire que si on se place au plan international, on observe, alors à gauche, vous avez le Rhin. Le Rhin, dans un travail de l'IPCN dès 2015, vous voyez qu'on avait des niveaux très inférieurs aux 5 périodes précédentes et qu'en 2018, on a eu un épisode de 3 mois et demi de basse eau sur le Rhin. Alors évidemment, historiquement, on en avait des encore plus importants si on regarde une période plus longue, mais on a une accentuation là-dessus avec interruption, là, pour le coup, de la navigation. Et si on regarde par rapport à ce que nous a donné la CNR sur l'IAGF, qui est l'initiative pour l'avenir des grands fleuves, si on regarde le Paraná sur la station de Rosario, vous avez à droite, à partir de 1971, c'est-à-dire après la construction du barrage d'Itaipú, parce que la séquence des mesures de niveau d'eau n'est pertinente qu'une fois qu'il a été construit, c'est modifié principalement l'hydrologie du fleuve. Eh bien, on constate quand même qu'en 2020, on a l'épisode le plus grave qu'on ait observé depuis, et qui d'ailleurs a entravé la capacité exportatrice d'Argentine à l'époque d'une façon assez considérable en céréales. Si je résume les deux graphes, globalement, la tendance n'est pas bonne. Et ce serait pareil sur la Seine aussi. Absolument, absolument. Allez-y. Juste dernière diapo, nous avons fait quelques recommandations. Donc, on est en train de changer de paradigme, hein. Ça a été dit largement tout à l'heure. On avait un climat tempéré avec une relative abondance de la ressource, alors peut-être pas uniformément distribuée, mais on va avoir des étiages sévères et il faudra sans doute aussi adapter le corpus réglementaire par rapport aux conflits d'usage de l'eau qui vont s'accentuer. Bon, il y a comment travailler sur la résilience du réseau fluvial à l'horizon 2050, c'est-à-dire celui sur lequel les projections, alors quand on aura les travaux d'Explore 2 qui sont en cours, je crois qu'ils devraient être disponibles en 2024, quelque chose comme ça, ça pourra être fait de façon complète. Les ports fluviaux ont demandé qu'il y ait un observatoire des périodes d'étiage à partir des données d'observation qui existent, qu'il faut collecter et mettre en place. Donc ça, c'est relativement possible. Il faut sans doute un peu simplifier les méthodologies d'études de vulnérabilité des voies fluviales parce que les essais qui ont été faits sur la Seine ont révélé la complexité de l'exercice et il faut sans doute le simplifier. Pardon, excusez-moi. Et il y a des progrès sur la stratégie d'adaptation des gestionnaires en multipliant les échanges intra-européens et internationaux sur le sujet, et en regardant, on a parlé des PAPI tout à l'heure, et des réflexions des GMAPI, qui sont évidemment extrêmement liées sur ce sujet-là. Et puis, il nous semble qu'associer l'ensemble des parties prenantes et des communes riveraines au niveau de la perception de la vulnérabilité future de ce sujet et de la stratégie d'adaptation, ça fait partie véritablement des choses à opérer dans les années à venir. Sylvain, tout à l'heure, la photo que vous nous avez montrée, vous avez bien précisé que ce n'était pas l'Île-de-France, hein, que ce n'était pas le bassin de la Seine. Est-ce qu'il y a des réflexions et des peurs de voir les forêts d'Île-de-France, les forêts de nos communes terminer dans un même état? Alors, la forêt, la photo, effectivement, n'était pas francilienne pour donner une dimension à l'image, mais aujourd'hui, on considère qu'à peu près 6% de la forêt francilienne, aujourd'hui, est moribonde ou déjà morte. Alors, on va dire, c'est pas le changement climatique, comme encore une fois, quand je disais que les phénomènes pouvaient s'auto-entretenir ou faire boule de neige. En l'occurrence, c'est ici les effets du changement climatique combinés à l'apparition de pathogènes qui notamment affectent la deuxième essence d'Île-de-France, le châtaignier. Alors, le châtaignier, il est introduit en même temps que la vigne pour fournir les pics et les échalas. Il origine du bassin méditerranéen, il a suivi la vigne. Et aujourd'hui, cette essence, elle est en train de péricliter complètement en Île-de-France, effectivement, mais parce que le changement climatique a favorisé des pathogènes qui sont en train de le décimer complètement. Donc, ce n'est pas que l'effet direct de la sécheresse, c'est un ensemble de facteurs. La forêt, c'est un lieu d'interaction entre des communautés végétales et animales. Le changement climatique vient bouleverser un peu ces équilibres. Et même si ce pathogène est connu depuis le 19e siècle, là, il fait des ravages en ce moment, à la faveur du changement climatique. Alors, est-ce que vous avez des questions pour l'un de nos deux intervenants? Je demande à Pascal, il reste un micro. Bonjour, Sarah Feuillette de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Il m'arrive de faire des interventions donc sur, comme je vais le faire tout à l'heure, sur l'adaptation au changement climatique, et il m'arrive
notamment en juin dernier, j'en ai fait une dans le sous-bassin de l'Oise et où des riverains m'ont interpellée sur la question du canal Seine-Nord en me disant: «Bon, alors ce projet, ça fait très, très longtemps qu'il est dans les cartons. Il a peut-être été conçu à une époque où on ne parlait pas encore de changement climatique. Est-il très raisonnable de le maintenir?» Voilà, donc je je restitue la Geoffroy question. Caude, je pense que c'est pour vous. Oui, je pourrais d'autant plus facilement vous en parler que, ayant suivi le projet Seine-Nord depuis 2003, je peux vous dire que ce sujet du changement climatique et de la révision des débits d'étiage pour lesquels le dimensionnement de la retenue du barrage de l'Ouette a été fait, a été vu à plusieurs reprises, je dirais, dans le cadre du développement assez long de ce projet. Et le comité scientifique et technique que j'ai l'honneur de présider a remis cette question à l'ordre du jour, effectivement, en disant: est-ce que les derniers travaux du GIEC et la prospective Explore 2 amènent des éléments nouveaux par rapport au dimensionnement qui ont pu être faits sur le sujet? Donc, c'est une question qui a été adressée à la Société du Canal. Et elle a répondu quoi? Elle est en cours, puisque le projet Explore 2 n'est pas terminé, elle ne peut pas y répondre tout de suite quand même. C'est une vraie alors c'est une vraie ce que j'en résume, c'est que c'est une vraie préoccupation, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin. Est-ce que ça pourrait remettre en cause ce canal ou plus rien ne l'arrêtera? Non, parce que, enfin, me semble-t-il, au départ de ce projet, il y avait quand même 2 retenues qui étaient prévues, le barrage de l'Ouette et une autre. Pour des raisons, je dirais, d'équilibre global et de financement, on en a réduit à un seul, le barrage de l'Ouette. Les questions d'étanchéité du barrage sont évidemment essentielles sur ce sujet-là, mais la possibilité éventuelle d'en réaliser d'autres, si jamais dans 30 ans ou dans 40 ans ou dans 50 ans, on en ressent la nécessité, reste possible. Merci beaucoup. Une autre question? Un mot de clôture? Sylvain Ducrot sur la forêt, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Je dirais le message est un peu le même finalement que l'intervenant précédent. C'est qu'on voit bien qu'il y a quand même un besoin d'agir et une urgence à agir. C'est-à-dire que même un espace comme la forêt qui pourtant laisse une forte part aux mécanismes naturels, on voit bien que pour accompagner la transition, pour favoriser son adaptation, il y a lieu quand même effectivement d'intervenir malgré tout, sans encore une fois effectivement casser complètement le système en lui gardant sa propre faculté d'adaptation et tout en ménageant des mécanismes naturels. Mais effectivement, il y a là aussi une urgence, encore une fois, pour éviter une auto-amplification du phénomène de changement climatique. Geoffroy Caude? Je dirais que nous, notre travail nous a montré clairement que, je dirais, la question de l'atténuation est parfaitement, enfin parfaitement, jamais parfaitement, mais bien prise à bras le corps, et qu'en revanche, la question de l'adaptation, qui est plus complexe parce qu'elle nécessite une anticipation et un certain nombre de données qu'il faut actualiser régulièrement compte tenu des incertitudes qu'on a sur ces anticipations, reste à parfaire, quoi. Merci beaucoup à tous les deux.